Je voudrais partir, étant issu, et d'ailleurs toujours présent dans le mouvement des organisations humanitaires, membre de Médecins sans frontières, je voudrais partir de la question de la responsabilité de protéger, comme l'a fait Tzvetan, mais sous l'angle, disons, des praticiens de l'aide humanitaire. Dès que ce mécanisme, enfin cette résolution a été adoptée, ce mécanisme de mobilisation a été, ce mécanisme de la responsabilité de protéger a été adopté en 2005 à l'unanimité, je le rappelle, à l'unanimité de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Il y a eu un mouvement d'enthousiasme de la part des ONG. Et j'avoue que je voulais le vérifier, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu l'occasion de le demander au représentant d'Amnesty, je ne sais pas s'il est toujours là, je ne sais pas si Amnesty fait partie de la coalition internationale pour la responsabilité de protéger, mais son grand rival et collègue Human Rights Watch, qui était représenté ce matin, en est, elle, de son côté, comme le sont de très nombreuses ONG. Médecins sans frontières, pour des raisons plutôt d'ordre général, qui sont que on ne veut pas être, même lorsque, quelles que soient les opinions que les autres peuvent avoir, on ne veut pas prendre parti dans le cadre de conflits, pour des raisons évidentes liées à l'action humanitaire. Médecins sans frontières ne s'est pas, à proprement parler, prononcé sur la question. Mais d'emblée, de l'intérieur, sont venues un certain nombre de réflexions. La première d'entre elles étant que si on lit attentivement le document de la responsabilité de protéger, on voit se distinguer deux parties tout à fait différentes. Une partie qui représente à peu près 80% de ce bref document, qui fait 4-5 pages, qui n'est qu'un rappel de l'ensemble des moyens diplomatiques, politiques, économiques dont disposent les Nations Unies pour tenter de pacifier les relations internationales, disons-le comme ça. Et puis, une toute petite partie qui fait moins d'une demi-page, dans laquelle figure le véritable objet, le véritable enjeu de ce document, qui est, que l'on peut résumer comme les circonstances de déclenchement d'une guerre. Ces circonstances sont au nombre de 4, elles correspondent à des labels juridiques, puisqu'il s'agit des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, de la purification ethnique et du génocide. Donc lorsque se produisent l'un de ces 4 phénomènes, on ne voit d'ailleurs pas très bien quelle guerre se produit sans crime de guerre, donc là je renvoie à ce que disait Tzvetan tout à l'heure, enfin à la citation de Charles Péguy qu'il faisait, la R2P, comme la Déclaration des droits de l'homme, nous engage à rentrer activement dans pratiquement toutes les guerres en cours. Et si l'on ajoute à ça la protection des populations civiles en général, alors on va déborder très largement. Je voudrais donc simplement insister sur le fait que ce mouvement assez profond que André Bellon qualifiait de retour vers un siècle en arrière, ce nouvel engouement pour l'impérialisme libéral, il est largement partagé au sein même du mouvement humanitaire et du mouvement de défense des droits de l'homme. Ça montre à quel point son emprise est profonde et large, et à quel point les débats sont nécessaires pour élucider et mettre un peu à jour ce que sont les enjeux réels de cette nouvelle façon de faire. Remarquons d'ailleurs que depuis que le droit humanitaire est redevenu une préoccupation importante, je rappelle ou j'apprends que l'armée américaine dispose de 5000 juristes qui travaillent à plein temps sur ces questions, c'est dire l'importance qui est accordée aux questions juridiques en général et aux questions de droit humanitaire en particulier. Depuis que le droit humanitaire, qui date de la fin du XIXe siècle, donc ça n'est pas une nouveauté en soi, mais ce qui est nouveau, ce sont les rappels incessants, la mise en avant récurrente
de ces principes, de ces normes dites humanitaires, eh bien, on assiste à une multiplication des guerres. La première guerre humanitaire de l'époque moderne, c'est-à-dire de l'après-guerre froide, disons, enfin de l'époque contemporaine, elle date de 1992 en Somalie. La deuxième, je parle ici uniquement des guerres qui ont été caractérisées comme telles. La deuxième, c'est la guerre du Kosovo, et la troisième, c'est la guerre de Libye. Peut-être qu'il n'est pas inutile de rappeler d'un mot, enfin de 5 points très brefs, ce que l'on entend par guerre juste, car elle a une définition, la guerre juste. Alors il me semble que c'est saint Thomas qui l'a fixé en premier lieu, mais je ne sais pas si j'entends dire que c'est saint Augustin, donc je ne rentrerai pas là. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que, disons, en gros, du Moyen-Âge jusqu'à 2005, le concept de la guerre juste semble avoir traversé les siècles avec une définition à peu près stable. C'est tout de même assez rare, et c'est suffisamment rare pour être rappelé. Alors, qu'entend-on par guerre juste? Il y a une guerre qui répond aux critères suivants. Déclenchée par un souverain légitime, pour des buts légitimes, déclenchée en dernier recours, utilisant des moyens proportionnés aux objectifs, et bénéficiant de chances raisonnables de succès. Chacun de ces 5 points pourrait donner lieu à une discussion. Qui est un souverain légitime? Quels sont les buts légitimes? Surtout au regard de ce que de la question sur les chances raisonnables de succès. Enfin, il y a en soi de quoi tenir un long séminaire de philosophie politique et d'histoire de la guerre sur ces questions. Mais en tout cas, ce que je constate pour le déplorer, et depuis des années je m'emploie dans mon milieu de prédilection, qui est le milieu des organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme, je m'emploie à porter la contradiction et à tenter de mettre mes collègues, et souvent amis d'ailleurs, devant cette contradiction, enfin devant ce nouveau cours qu'a pris l'histoire de l'humanitaire et des droits de l'homme récemment, à savoir un cours militarisé. L'emploi de la violence pour parvenir à ses fins est devenu finalement presque, à l'insu de notre plein gré, comme disait l'autre, une affaire pratiquement banale. Et je ne peux pas m'empêcher de rapprocher cet engouement très net pour certains, plus relatif pour d'autres, et pour une minorité, c'en est le contraire, c'est pas du tout un engouement, c'est plutôt un rejet. Mais en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de rapprocher cet élément-là de l'engouement extraordinaire pour la Cour pénale internationale, comme Anne-Cécile Robert nous appelait tout à l'heure à ne pas être trop consensuel. Je sais que ici, c'est une idée qui est assez largement partagée. Enfin, la première fois que j'ai participé à un séminaire de réflexion avec Niels Anderson, c'était sur ces questions-là, et comme Zvetan, personnellement, je ne partage pas la croyance que j'estime quasiment religieuse dans les vertus de la Cour pénale internationale. Mais au-delà de l'adhésion ou de la non-adhésion à cette initiative, enfin cette nouvelle mesure, je constate que l'idéologie punitive a envahi le mouvement humanitaire et le mouvement des droits de l'homme. Et je ne peux pas m'empêcher, j'espère que c'est pas une nostalgie de vieux con que j'exprime là, mais quelque chose d'un peu plus constructif et ouvert sur l'avenir, je ne peux pas m'empêcher de regretter le temps où les organisations de défense des droits de l'homme s'abstenaient de faire des recommandations pour se contenter de décrire des situations. Car le moment où l'on commence à entrer dans la formulation de recommandations, c'est précisément celui où on s'engage dans une version punitive. Et d'ailleurs, Michel Fournier nous en a donné un exemple tout à l'heure, en appelant à la Cour pénale internationale à exercer ses foudres sur un certain nombre de gens, comme d'autres organisations humanitaires, tout à fait honorables au demeurant, se trouvent à prêcher la guerre, et donc finalement à prêcher une situation qui va leur donner du travail. Enfin, on se demande si c'est pas une sorte de cercle fermé là qui se dessine devant nous. Voilà ma première remarque. Donc je crois qu'il faut s'abstenir de distinguer entre une sorte de monde
vicieux, hypocrite, méchant qui serait celui des politiques, et un monde de vertu, de bons sentiments et d'initiatives sincères qui serait celui des ONG, non pas pour pousser le cri tous pourris, naturellement, mais pour inviter à une réflexion sur la complexité des enjeux et la profondeur de cette idéologie punitive qui nous traverse, qui nous travaille depuis quelques temps. Ma deuxième remarque porte sur les circonstances dans lesquelles sont déclenchées ou sont des interventions ou des interventions potentielles. Ça a été évoqué d'une manière plus ou moins directe. J'y reviens rapidement. La première guerre humanitaire, celle de Somalie, a été déclenchée à partir de données qui se voulaient chiffrées, donc objectives, incontestables, sur les détournements de nourriture qui privaient les affamés somaliens du seul moyen de survie dont ils disposaient, à savoir l'aide alimentaire d'urgence envoyée par la communauté internationale, disons. Et je me souviens particulièrement bien parce que Boutros Ghali s'est appuyé alors sur un chiffre que Médecins sans frontières avait mis en circulation concernant la gravité de la famine dans certaines régions de Somalie. Je ne vais pas élaborer là-dessus, je l'ai fait dans un certain nombre de papiers, ceux que ça peut intéresser s'y reporteront, par exemple, sur le site de Médecins sans frontières. Je veux simplement dire qu'au prix d'une extrapolation et d'une exagération qui dénaturait radicalement les résultats des enquêtes que nous avions menées, Boutros Ghali a expliqué que c'était pratiquement la Somalie entière qui était en train de sombrer dans la famine et la mort, et a tiré de cet argument la justification qui le conduisait à demander une intervention militaire internationale. Je rappelle aussi l'extraordinaire enthousiasme qui a été partagé par un grand nombre de gens au moment de cette première intervention en décembre 92, les ronchons, les grincheux qui se méfiaient de l'usage de la violence et de l'emploi des armes pour résoudre des problèmes de ce type étaient renvoyés à leurs chères études. Enfin, la force, le droit se réunissaient sous les auspices de la morale et le sauvetage allait suivre son cours. 20 ans après, avec ce que l'on a entendu récemment sur la situation en Somalie, on voit ce qu'il en est, on a cessé de s'enfoncer dans le chaos. Le Kosovo, également, je rappelle l'existence d'un plan dit fer à cheval, qui était donc un plan génocidaire dévoilé, paraît-il, par les services secrets allemands, mais heureusement, la machination, enfin cette manipulation, a été elle-même dévoilée par la presse allemande, par le Spiegel, je crois, qui en a fait litière. Mais c'est dans son même état d'esprit, ce plan fer à cheval qui annonçait la mort d'environ 500 000 personnes, s'est retraduit quelques mois plus tard sous une autre forme, qui était celle d'un autre plan génocidaire où on nous promettait, voire on nous annonçait l'existence déjà de 100 000 cadavres sous les coups des milices fascistes serbes. Le travail de recensement, le travail de dénombrement, des cadavres au Kosovo a été accompli comme probablement il n'a été fait nulle part ailleurs, étant donné à la fois l'importance de l'investissement international et l'exiguïté du territoire. C'était tout à fait possible. La recherche des charniers par des équipes de police et des examens médico-légaux ont, sous les auspices donc du TPI, ont permis de montrer l'existence de 4800 cadavres à peu près, parmi lesquels d'ailleurs, enfin cadavres des deux camps, et parmi lesquels un certain nombre de gens qui avaient été tués au combat et non pas dans le cadre de massacres. Donc on mesure là l'étendue du bobard propagandiste, et en effet quand Djemichi reprochait en un clin d'œil évidemment, une espèce d'ironie amicale et pleine de connivence, à la presse, son indulgence, son suivisme vis-à-vis de l'OTAN, il savait de quoi il parlait. La presse a avalé à peu près toutes les manipulations propagandistes, disons tous les éléments de la guerre psychologique que le Kosovo avait menée.
la Libye relève potentiellement du même régime. On a parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas, alors moi j'ai entendu plusieurs chiffres, une fois 6 000, une fois 15 000, enfin de toute façon une rivière de sang qui aurait déjà coulé au moment où l'intervention était décidée. Là, en l'occurrence, l'enquête d'Amnesty, on voit à quel point les organisations de défense des droits de l'homme peuvent faire un travail utile d'éclaircissement des enjeux lorsqu'elles sont vraiment dans leur boulot et non pas dans celui d'un gouvernement ou d'une instance morale qui prescrirait les bonnes mesures à prendre à l'échelle mondiale, mais quand elles révèlent des éléments factuels déjà existants, Amnesty Human Rights Watch ne diffère pas par l'ordre de grandeur, mais juste par le dénombrement entre 100 et 300 morts. Donc 100 300 morts d'un côté, 6 000 à 15 000 de l'autre, voilà aussi l'ordre de grandeur. Et s'il fallait un élément supplémentaire pour voir à quel point cette guerre a fait l'objet de manipulation, il faut simplement se souvenir que dès le 25 février, Nicolas Sarkozy déclarait que Kadhafi devait partir. Le 25 février, donc il n'était nullement question de bain de sang, de carnage, c'était seulement quelques jours après l'intervention, et ces annonces ont été incessamment répétées par Sarkozy, par Cameron et par Obama également. Donc ce qui est frappant dans ces guerres justes, c'est qu'elles commencent par ce que la morale générale réprouve, c'est-à-dire généralement un énorme mensonge, mais pas n'importe quel mensonge, un mensonge sentimental, un mensonge qui nous appelle à faire un examen de conscience. Pouvons-nous continuer à mener une vie normale quand le sang des innocents coule à flot? Et là, on est dans une rhétorique d'intimidation, dans une interdiction de pensée dont la guerre de Libye nous a donné un exemple presque pur, parce que à l'appel à notre esprit de compassion venait s'ajouter l'imminence d'un carnage qui nous installait dans une situation d'urgence. Or, on le sait, moi personnellement, étant plutôt, enfin, mon métier initial, c'était ça, c'est être urgentiste médical, enfin pas dans ma spécialité, mais dans ma pratique internationale. On sait que l'urgence, c'est le moment où il faut suspendre la réflexion pour passer dans l'action et les procédures, la mise en branle d'une machinerie, et non plus la distance que toute analyse d'une situation doit pouvoir respecter à un moment. Et ayant participé à un certain nombre de discussions contradictoires sur cette histoire, je suis frappé par la récurrence de cet argument. Fallait-il les laisser mourir? Le carnage était imminent. J'ai même entendu des journalistes, y compris parmi les plus sérieux, expliquer que, vu de Benghazi, il était clair que l'assaut final, le carnage terminal, allait être lancé. Et je n'ai jamais réussi à savoir comment, depuis les quartiers de Benghazi, on arrivait à voir à 200 km des colonnes de chars qui allaient s'avancer, voire plus, lire à 1000 km dans les intentions de notre Caligula sud-méditerranéen, ce qui allait se passer, mais de façon très sérieuse, et je ne sais plus qui le rappelait tout à l'heure, mais c'était à très juste titre, l'importance de la mobilisation de la presse a été primordiale dans cette espèce de sidération des esprits qui a saisi tout le monde. Autre remarque disons, d'insider, enfin venant de l'intérieur du milieu humanitaire, et qui rebondit sur quelque chose que, je crois, Niels Anderson a dit tout à l'heure, et que je ne partage qu'à moitié, c'est la question de la confusion entre militaire et humanitaire. Parce que je crois utile de le préciser à ce stade, parce que après ce que j'ai dit, on peut déduire que je suis pour que chacun fasse son métier, ce qui est vrai d'ailleurs, mais ça n'est que partiellement vrai.
Je pense en effet que les humanitaires doivent se préoccuper de sauver des vies et non pas d'appeler à des guerres, que les militants des droits de l'homme doivent dénoncer les violations des droits de l'homme et non pas appeler à un remède qui leur échappe totalement. Donc de ce point de vue-là, je maintiens évidemment cette position, je ne veux pas du tout contredire ce que j'ai dit auparavant. En revanche, il me semble qu'il y a dans une partie du discours humanitaire qui vise à tracer une sorte de ligne entre le secours humanitaire et l'action militaire, quelque chose de tout à fait irréfléchi et irréaliste, voire même contradictoire dans les termes. Tout ça parce qu'il me semble qu'on est plus dans l'établissement de normes et de procédures que dans la réalité des dynamiques sociales et politiques toujours mouvantes et échappant à ce brouillard, enfin qui mettent toutes ces normes dans le brouillard. Lorsqu'on appelle les militaires à faire leur travail et les humanitaires à faire le leur de cette façon-là, comme le font souvent les humanitaires, on appelle à rien d'autre qu'à une division du travail et à une sous-traitance des uns par les autres. Si la situation est présentée comme, par exemple, elle l'est bien souvent en Afghanistan, entre d'un côté ceux qui œuvrent à la stabilisation sécuritaire, comme le mot maintenant est consacré, et de l'autre ceux qui s'occupent de faire aller les petites filles à l'école et de soigner les malades, on est simplement dans une affaire de sous-traitance, de délégation de tâches qui ne résume en rien la question. Dès lors que on s'attelle à des tâches civilisationnelles telles que précisément l'établissement d'un état de droit, d'un État, enfin d'une bonne gouvernance, tâche à laquelle s'attellent les uns par l'envoi de 200 000 militaires et les autres par l'envoi de véhicules civils, de bons gars en jean et en t-shirt qui vont soigner ou éduquer, on fait exactement le même travail, mais dans une répartition des tâches et sous une apparence qui est différente. Alors le temps manque ici pour faire que j'énonce ce que serait un programme humanitaire qui me paraîtrait beaucoup plus décent. Donc je me contente de poser la question sans apporter la réponse, car sinon ça me prendrait encore une demi-heure et ça n'est pas le propos. Mais je veux simplement indiquer que cette dénonciation par les organisations humanitaires de la confusion des lignes, du brouillage des lignes de partage, et donc au rétablissement de ces lignes, porte une contradiction mortelle en elle-même et qu'il faut donc y prendre garde. L'actualité de la visite du président Kagame il y a quelques jours, la gravité de l'événement qui s'est déroulé, donc du génocide qui s'est déroulé d'avril à juin 94. Donc tout cela justifie que cette obsession du Rwanda soit, explique que le Rwanda revienne sur un mode obsessionnel, et je le comprends très bien. En revanche, il me semble que y a d'autres façons d'examiner la question. D'abord, en se rappelant que, et ça se relie à plusieurs choses qui ont été dites sur le printemps arabe et la sous-réaction et la surréaction qui a suivi face à ce printemps arabe, nous avons reçu ici, et je ne condamne pas du tout personnellement cette réception, je pense qu'il est important de maintenir des liens diplomatiques et que la vie internationale passe par ce genre de situation, mais enfin nous avons accueilli à Paris, sans que cela suscite le moindre sursaut des personnes qui habituellement s'effarent des réceptions diplomatiques accordées à des criminels, nous avons reçu le criminel le plus éminent de l'Afrique contemporaine. Un homme qui a non seulement qui a commandité des centaines de milliers de morts, mais qui a envahi et ruiné son voisin et qui a participé lui-même, je dis bien lui-même, il y a des témoignages extrêmement précis là-dessus, à des tueries de masse. Donc Kagame est un espèce d'intermédiaire entre Beria et Staline, qui a du sang plein les mains et qui dirige un État sur un mode totalitaire. On voit par là que le partage entre les bons et les mauvais représentants du Sud se fait assez difficilement, et que quand on a une figure particulièrement choisie comme Kadhafi,
avec sa gueule de sans-papier et ses mœurs malpolies, on peut facilement faire une sorte de campagne de stigmatisation ou de diabolisation. Quand on a affaire à un chef d'État beaucoup plus raffiné intellectuellement, en tout cas, parce que dans la pratique, il est d'une brutalité incommensurable avec celle de Kadhafi, là, les choses se brouillent considérablement. Deuxième chose qui me semble importante à dire sur la situation au Rwanda, à l'époque, il est d'usage de stigmatiser les Nations Unies, et on le comprend, du fait de leur retrait de leurs troupes au moment où commençait le génocide. Mais je voudrais dire deux choses. Si je trouve, et je m'associe entièrement à ceux qui pensent que, moralement, symboliquement, ce retrait des Nations Unies était une honte totale, ça, je ne le conteste nullement. En revanche, les vertus que l'on peut attendre d'une présence des Nations Unies dans une telle situation me semblent très largement surévaluées, voire pratiquement délirantes. Et puis ensuite, d'ailleurs, procéder d'une intelligence rétrospective qui est toujours facile, enfin, la sagesse de l'après-coup étant, et l'anachronisme étant quand même les principaux défauts qu'il faut tenter d'éviter lorsqu'on examine une situation antérieure, enfin, un peu lointaine déjà. Les 2/3 des massacres se sont produits pendant les 6 premières semaines, et je rappelle au passage que Juppé, il n'a pas eu tort de le rappeler lui-même parce que c'était bien le cas, a été parmi les premiers, sinon le premier chef de diplomatie à déclarer qu'il y avait un génocide en cours au Rwanda, alors qu'il était lui-même ministre des Affaires étrangères. Mais ce qui était, ce que je veux mettre en cause ici, c'est la capacité qu'avaient les Nations Unies d'empêcher ce génocide. Car la seule possibilité qui était entre leurs mains et qui juridiquement en effet existe, c'était la mise sous tutelle. Elle est prévue, les statuts des Nations Unies, la Charte des Nations Unies, pardon, prévoit cette possibilité, mais on voit ici le divorce entre le juridique et le politique, ce qui est, disons, techniquement possible au vu du droit et politiquement impensable au vu des réalités politiques. Exclu de mettre le Rwanda sous tutelle. Mais même sur le plan militaire, une intervention de protection impliquait de choisir qui on allait combattre dans ce cas-là, et non pas de s'interposer. Donc il s'agissait là aussi d'entrer dans une guerre civile, et on aurait vu à ce moment-là qui les SAS britanniques, la Légion étrangère, les Delta Force américaines, qui au passage venaient de prendre une raclée en Somalie, qui était sorti de Somalie 2 mois avant le déclenchement du génocide, enfin de la guerre et du génocide au Rwanda, et qui se sentait très peu enthousiaste. Pas un boy américain ne mettra les pieds sur le sol africain, disait Clinton à l'époque, et on le comprend parce que la raclée avait été tout de même très sévère. Alors pensez sur un mode, et je voulais attirer votre attention là-dessus, sur un mode qui n'est pas étranger aux modalités de pensée coloniale, qu'un groupe de soldats bien entraînés, bien déterminés, va aller coller une raclée à cette bande de nègres qui sont en train de se massacrer, et que face à notre puissance à la fois technologique et morale, ils ne vont pas faire plus de 2 pas et s'en aller, c'est reproduire, au nom d'une vertu que l'on dénonce comme une hypocrisie de l'autre côté, mais que l'on n'hésite pas à s'approprier soi-même, des schémas qui sont pour le moins discutables. Voilà, je voulais préciser cela pour ce qui concerne le Rwanda, car il me semble que la question de l'interventionnisme libéral ou de l'impérialisme libéral doit être traitée sérieusement, et il me semble, à contrario, que l'on a tendance, y compris dans ce genre d'assemblée, à faire son marché dans les différentes interventions et à sélectionner finalement, lorsqu'on n'est pas intervenu, eh bien on reproche de ne pas être intervenu, et lorsqu'on est intervenu, on reproche d'être intervenu. Alors là, il y a une sorte de double standard, symétrique du double standard que l'on reproche aux grandes puissances, sur lequel, à mon avis, il n'est pas inutile de réfléchir. J'en termine maintenant pour de bon, là, en quelques mots, en soulignant que il me semble que l'une des leçons, je ne sais pas si l'interprétation de Svetan est la bonne, je crois en tout cas qu'elle mérite de l'attention, elle mérite qu'on y réfléchisse, mais elle prend place sans doute parce que les phénomènes politiques complexes ne sont jamais
comment dire, explicable par une seule cause, elle mérite d'être mise à cause et d'autres. Moi, j'en avancerai une. Enfin, la raison de l'intervention en Libye est à chercher d'abord dans la politique intérieure, et là, je renoue simplement avec ce que Clausewitz nous a apporté de plus original et de plus important, me semble-t-il, à savoir que les guerres internationales ont toujours une première racine, et la plus profonde, à l'intérieur de l'espace national, et que ce soit pour Sarkozy ou Cameron, il n'est pas difficile de trouver les raisons qui les poussaient à partir là. Mais le deuxième déterminant, disons, de cette guerre, il est à chercher chez Kadhafi, enfin en Libye elle-même, mais non pas du côté des violations des droits de l'homme, parce que ce sont là la Corée du Nord, le Zimbabwe, Israël, le Tadjikistan, enfin, je veux dire, on n'a que l'embarras du choix. Donc ça n'était pas du tout la question. Non, la question, c'est l'absence de protecteurs dont s'est rendu coupable Kadhafi. La grande faute de Kadhafi n'est pas d'avoir régné de façon tyrannique ou népotiste sur la Libye, c'est de l'avoir fait sans se donner un protecteur, voire même pire, en rejetant les éventuels protecteurs possibles et en s'engueulant avec pratiquement tout le monde et en se faisant détester de l'un des grands faiseurs et défaiseurs de rois du moment, en tout cas dans cet espace, à savoir l'Arabie Saoudite, dont enfin, chacun connaît les pratiques en matière de droits de l'homme. Donc Kadhafi était l'ennemi d'un grand nombre de monarchies arabes, et ce qui explique le soutien de la Ligue arabe dans une entreprise menée par l'OTAN, ce qui était tout de même, enfin ce qui déjoue le bon sens géopolitique habituel, mais le bon sens n'étant pas toujours le sens commun, il faut aller un tout petit peu plus loin. Donc la grande leçon géopolitique, c'est que quand on veut tuer, voler, régner en maître absolu, il faut avoir un protecteur. Ça, c'est une forte leçon. La deuxième, ma deuxième leçon, elle renoue avec ce que je disais au début, enfin leçon, disons conclusion ou mot de fin, c'est que l'évolution vers les démarches punitives des organisations humanitaires et de défense des droits de l'homme devrait être stoppée, car la multiplication des guerres humanitaires devrait nous rappeler un petit peu plus de raison et un peu plus de distance philosophique et politique vers cela. Et puis le troisième point que je veux juste évoquer sans l'aborder, parce qu'il a été déjà évoqué à plusieurs reprises et que ce serait un sujet en soi, c'est la notion de prévention. Finalement, lorsque la question du massacre initial est discutée par ceux qui sont allés enquêter sur le terrain et ont constaté qu'il n'avait pas eu lieu, on se rabat sur la prévention. Et on a non seulement renoué ici avec l'idée de guerre juste, mais en plus avec l'idée de guerre juste préventive. Et là, il me semble qu'on ouvre un boulevard vers des aventures guerrières sans fin, car ce n'est pas le massacre, mais le massacre potentiel qui est en cause. Et je ne sais pas dans quel pays du monde on peut dire qu'aucun massacre n'est potentiellement envisageable. C'est si bien que le champ de la guerre peut s'ouvrir à peu près à toutes les régions du monde dans ce contexte-là. Voilà, sur ces propos réconfortants, je vous remercie de votre attention.